Bonsoir et bonjour à quelques endroits. Peut-être c'est bon avant-midi ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a deux émissions à faire ensemble. Oui. Et déjà, le thème que vous aviez choisi, c'est célibataire et personne seule. Et j'aimerais tout de suite qu'on commence dans le vif du sujet. Oui. Vous arrivez ici à l'émission et j'apprends, je le sais déjà depuis un petit bout de temps, et je suis très fier de l'annoncer à nos amis qui regardent l'émission. Vous êtes mariés depuis combien de temps maintenant? Euh, Des nouveaux mariés? Les nouveaux mariés, mais ça fait 1 an et 2 mois à peu près. Pas déjà. Oui, déjà. Déjà un an et ça 2 mois. Mais ça passe très vite hein, quand on est heureux puis qu'on on est encore en voyage de noces ou presque à la lune de miel. Mais je voulais vous demander, et là, avec une pointe d'humour, avez-vous eu un peu ou assez d'expérience comme célibataire pour venir nous parler des célibataires et des personnes seules? Oui, en m'étant mariée à 27 ans, je pense que je peux parler pas mal du célibat. Est-ce que pour les filles, on peut parler de célibat à 27 ans de nos jours, en 1987-88? Peut-être que non. Je sais que anciennement les femmes se mariaient beaucoup plus tôt, mais quand même, Oui. à quel âge on est vraiment considéré comme un célibataire endurci? Je pense que je ne l'étais pas encore à 27 ans, mais quand même, je peux Un parler petit peu du célibat. d'expérience quand même. Ouais. Et puis pour toi, Pierre? Ben moi, disons que j'ai 34 ans, 35 ans de célibat, mais notre expérience, principalement chez les célibataires, ne vient pas de là. C'est qu'à date, nous avons organisé déjà 13 conférences et je me souviens pas combien de récitals, de cafés récitals spécialisés pour les célibataires et personnes seules. Bref, on a déjà rejoint au-delà de 1000 personnes, soit dans des conférences retraites. Les conférences retraites, c'est pas loin de 800 qui sont venus pendant toute une fin de semaine, dont les âges variaient de 18 à 84 ans. 84 ans, Ouais. puis ils étaient intéressés à la conférence. Oui, et ça venait de Gatineau, ça venait de partout dans la province de Québec. Et puis après, D'ailleurs, on les salue ce soir. Oui, oui, salut à tous Oui. ces gens-là. Puis à 84 ans, est-ce que vous leur donnez une petite chance, une petite pointe d'espoir? Ça dépend de l'objectif qu'ils On va ont en parler. ouais. On va en parler. Je passe tout de suite à la première question. Oui. J'ai entendu dire que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui, absolument. Est-ce que c'est vrai, José? Ah oui, ah oui. Toi aussi, Surtout t'as- mon mari, oui. Oui. Pour cette émission aussi, mais Pour la première. la deuxième, je pense que José va pouvoir... On va essayer Ouais. d'équilibrer Oui. ça. En général, quelles sont les plus grandes préoccupations du célibataire et des personnes seules? Bon, alors on parle bien en général. À travers le Québec, on parle d'âge différents, on parle de statut différents, on parle en général. Il y a 3 grands groupes. Alors, le premier groupe qui est présent à peu près chez tous les niveaux, mais qui ne domine pas la pensée, c'est-à-dire que la personne n'est pas soumise ou aveuglée par ça, c'est de trouver sa place, de découvrir son identité sur la Terre. Alors, quelle est ma raison d'être? C'est quoi la source de mon existence? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à faire exactement sur la Terre? Plusieurs ont des objectifs définis qui sont déjà engagés pour poursuivre, pour atteindre, et c'est très bien. D'autres ont des objectifs qui sont beaucoup moins valables, etc., qui sont là, qui sont accessoires et qui sont temporaires. Malheureusement, on doit avouer également qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'identification au niveau de l'être humain, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont des êtres humains au sens où Dieu l'a donné à tout le monde, c'est-à-dire un être humain à avoir le droit, le simple droit de vivre et d'aimer vivre. OK? Ça va très loin ce que je dis. C'est une réalité qui est actuelle. La seconde préoccupation qui touche un très grand nombre de personnes consiste à survivre à des blessures du passé. Alors, ça peut remonter très loin. Ça remonte, attention, jusqu'à la grossesse. C'est-à-dire que c'est aussi loin que la grossesse pendant les 5 premiers mois de la vie où le caractère et la personnalité de l'enfant est formé et que la mère ou le père ne veut pas que cet enfant-là arrive dans le monde. Alors, on se retrouve avec un problème d'identité qui va se traduire dans le fil des temps. Bien sûr, ces problèmes qu'on trouve dans l'enfance se répercutent directement pendant la vie adulte chez ces problèmes-là. Il y a bien sûr les problèmes dus au rejet. La personne qui, soit, en tout cas, pour différentes raisons, vit une difficulté de rejet dans la société. Bien sûr, les blessures, les faillites, les échecs de vie affective où la personne a été abandonnée, etc. C'est toute une catégorie. Finalement, pour les personnes qui ont vécu ce que c'est d'être un accessoire, c'est-à-dire un homme ou une femme objet pour combler les besoins sexuels d'une autre personne, ou même de tendresse, parce que les deux dimensions existent, et qui ont été délaissées ou abandonnées,
Il y a toute une catégorie, toujours dans cette catégorie-là également, qui est les personnes qui sont en fuite, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la réalité de leur vie qui n'ont pas la force ou qui ne veulent pas voir. Il y a également, bien sûr, dans cette catégorie-là, les monoparentales, les femmes monoparentales qui assurent le double rôle de père et de mère et qui vivent tous à peu près à 99% sous le seuil de la pauvreté. C'est la deuxième catégorie. Bien sûr, la troisième catégorie qui, elle, peut dominer la pensée d'un individu, peut complètement le soustraire, peut geler ou paralyser toute son existence. Puis dans d'autres cas, bien sûr, ce n'est pas le cas. Puis c'est aussi la plus répandue, c'est bien sûr la recherche et la découverte d'un conjoint. C'est-à-dire, c'est un vif désir d'aimer et d'être aimé d'une façon sincère, de construire une relation intime, interpersonnelle, remplie de tendresse puis d'attention, comme tout le monde peut le faire, avec, pour utiliser un terme qui comprend beaucoup de choses, plein de charité profonde, les uns pour les autres comme êtres humains, bâtis dans une relation interne. Alors, on pourrait dire que la grande préoccupation finalement de ce groupe-là, mais qui en touche peut-être, je dirais, la grande majorité, c'est effectivement de réussir sa vie affective. Ce sont des grandes préoccupations des célibataires et des personnes seules. Absolument. On n'a pas encore touché les raisons profondes de ce célibat qu'ils vivent là. Ouais. Ça va venir peut-être plus tard. Je peux vous dire une chose, Fernand, c'est que à date, on a déjà dépassé, on a déjà fait 13 conférences qui ont duré une fin de semaine. Alors, on parle de peut-être 75 heures de conférences, de 150 heures d'ateliers. Et José et moi, en décembre dernier, devant le besoin, on s'est réengagé pour lancer 10 nouvelles conférences avec des sujets tellement précis, tellement les besoins sont grands et puis qu'on peut répondre à ces besoins-là. Vous allez nous donner cette semaine ou la semaine prochaine sûrement des explications comment on peut assister à ces conférences. Je suis certain que vous aimeriez connaître les adresses, les numéros de téléphone. Vous allez tout avoir ça à un moment donné. Nous allons vous montrer ces choses-là. La deuxième question. Je ne sais pas si c'est José qui veut glisser un mot là, à la deuxième question ou Pierre continue. Mais de nos jours, quelles sont les probabilités de réussir sa vie affective? Je pense qu'il ne faut pas être spécialiste pour répondre à une question comme ça. Le commun des mortels pourrait le faire. Les chances ne sont pas très grandes. Mais je vais laisser Pierre élaborer. Le spécialiste. J'ai fait des grandes recherches là-dessus, c'est intéressant. Depuis 1966, le divorce a connu une augmentation de 3100 %. C'est-à-dire qu'en 68, il y a eu 606 divorces. En 85, il y en avait 19 193. En opposition à 38 000 mariages, ça nous donne une belle moyenne de 50 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un mariage sur deux est un divorce. Peut être un divorce. Mais est-ce que ce sont des chiffres pour ici? Des chiffres au Québec seulement. Autre chose, ces statistiques ne considèrent pas les couples qui sont ce qu'on appelle en union libre, en cohabitation. Si on ajoute à ça le nombre de couples qui sont en union libre ou en cohabitation, on se retrouve avec une statistique qui va nous donner 2 couples sur 3 qui aboutissent en divorce. Alors, puis ça peut être plus que ça. Mais le chiffre, selon les relevés qui ont été faits, c'est à peu près 2 couples sur 3 qui entreprennent une vie affective en couple sont un échec. Non pas ont une probabilité de devenir un échec, mais c'est un échec. Puis à tous les téléspectateurs, je lance une chose bien importante, c'est qu'à travers toute l'étude qui a été faite, il n'y a absolument personne qui n'était pas convaincu d'avoir une réussite absolue quand il s'est marié. Le jour de son mariage, il a fait... il pensait que c'était pour la vie. 100% des personnes étaient tous convaincus qu'ils étaient pour réussir. D'accord? Puis ça, c'est aussi bien au niveau de l'union libre, mais là, si on se concentre dans notre moyenne, 1 personne sur 2. Par curiosité, Pierre et José, est-ce que je peux insérer une petite question là, personnelle ici? Est-ce que le même taux ou la même proportion est semblable dans les milieux qu'on dit évangéliques? Oui. Voici. On n'a pas d'observation précise là-dessus. Moi, j'ai déjà posé la question et j'ai déjà fait des recherches, mais je pourrais vous revenir là-dessus plus tard avec des chiffres plus précis.
Et la statistique est beaucoup moins forte au niveau des églises évangéliques. Maintenant, les églises évangéliques au Québec sont très jeunes. Alors, et il y a eu énormément si on compte les vraies conversions, c'est-à-dire qu'une personne pouvait dire « voici, je suis converti », etc. Il pouvait faire des gaffes épouvantables dans le temps de le dire. Il y avait une tendance même à ne pas reconnaître les gens, à ne pas prendre le temps nécessaire pour reconnaître vraiment la foi sincère d'une personne, pour être capable de lui dire « bon, ben voici, on va vous aider, au moment convenu, vous allez pouvoir vous marier ». Donc, ça n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu au départ un nombre de divorces qui était assez important. Mais depuis ce temps-là, cependant, la situation s'est redressée parce qu'aujourd'hui, les gens on ne marie plus facilement un couple comme ça se faisait il y a une dizaine d'années, par exemple. C'est intéressant ce que vous dites là. Ouais. Est-ce que nous sommes prêts pour l'autre question? Tu Oui. avais encore quelque chose à Oui, toucher j'ai un ici? petit parallèle intéressant. C'est que malgré la situation qu'on connaît actuellement au Québec, un couple sur deux qui est un divorce, c'est pas nous qui avons inventé ça. OK? En Israël, lors de la venue du Christ sur la terre, c'était pire. D'accord? C'était pire. C'est-à-dire qu'on divorçait d'une femme au moment simplement où on était tanné de la femme. Un bouton sur le nez, puis ça c'est tiré d'archéologie, un bouton sur le nez, la femme faisait brûler ses plats, ou qu'il arrivait quoi que ce soit, c'était suffisant pour avoir un motif appuyé par les prêtres de l'époque, qui étaient les pharisiens. C'était dans un seul sens. Hein? Alors, la libération de la femme, à ce moment-là, ça n'existait pas trop. on n'y pense pas. Il y a 2000 ans. Ouais. Pourtant, le Christ a fait beaucoup pour libérer. Exact. Exact. La troisième question, il nous reste environ 7 minutes, alors ça va bien de notre entretien. Là. Oui. Y a-t-il une manière, un moyen qui offre le maximum de chances de réussir sa vie affective? Bon. Oui, il y a un moyen. Puis je veux dire que ce moyen-là n'est pas la psychologie moderne, parce que les résultats sont de 5 personnes sur 100 qui, après une thérapie intense, peut avoir une amélioration sensible. 5 sur 100, psychologie moderne. Il y a un moyen qui est plus loin que ça. Si on remarque, j'ai mentionné tantôt que les Israélites, le problème qu'il y avait, si je regarde qu'est-ce que le Christ dit aux Israélites? Quelle est la raison du divorce que Jésus-Christ a dit devant ces Israélites qui vivaient une situation pire que nous aujourd'hui? Et alors, il disait que le divorce était dû à une seule raison, la dureté de cœur. Alors, un cœur de pierre. Maintenant, c'est une image qui est difficile à comprendre pour nous tous. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur de pierre? Je vais vous donner l'illustration qui va vous permettre d'imaginer, de le comprendre plus facilement. Un enfant qui n'est pas caressé, à qui on ne dit pas qu'on l'aime, qu'on lui donne des becs, on lui bâtit un cœur de pierre. Ça commence là. Et ça, c'est prouvé. D'accord? Ça va aussi loin que ça. Et avec les années, on fait ça. Maintenant, comment on peut faire pour se débarrasser d'un cœur de pierre? Alors, la seule façon de guérir, de régénérer, de restaurer un cœur de pierre en un cœur de chair, il faut, premièrement, selon les évangiles et selon tout le Nouveau Testament, et je reviendrai tantôt là-dessus, désirer un changement radical dans sa vie. Deuxièmement, retrousser ses manches. Mais ça vaut la peine. Si des médecins passent 7 ans à l'université pour réussir une carrière, combien à plus forte raison ça mérite que vous preniez quelques années de votre vie pour réussir, bâtir et réussir votre vie affective, pour la vie. Alors, deuxièmement, retrousser ses manches. Troisièmement, il faut, c'est la phrase clé, je vais le répéter 2 fois parce que c'est pas facile à comprendre. Il faut étudier, réfléchir, croire, expérimenter et pratiquer intégralement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je répète, étudier, réfléchir, croire, expérimenter, pratiquer intégralement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ qui nous sont communiqués parce que le Christ lui-même et lui seul a commissionné, il a donné le mandat de nous apporter ces paroles-là, ces enseignements-là, qui ce sont bien sûr les 12 apôtres, qui sont les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament. Maintenant, vous aurez besoin d'aide, de l'aide d'un pasteur qui a jusque dans les racines de son cœur un vif désir pour aider une personne, premièrement, à apprendre la parole de Dieu, la comprendre et l'aider à croître dans la connaissance de Dieu. Maintenant, à la fin de l'émission, on va vous montrer une adresse. On pourrait déjà le faire. Oui.
On vous invite, on invite toutes les Parce qu'il reste une personnes. couple de minutes de notre entretien, Oui. ça passe très rapidement. Oui. Alors, on pourrait prendre ça Oui. tout de suite. Alors, j'invite toutes les personnes, vous allez voir l'adresse du groupe 7, à nous écrire. L'adresse est 137 Ouest Henri Bourassa, appartement 4, Montréal, Québec. On invite tout le monde à nous écrire et à nous parler. Parlez-nous de votre vie. On va entrer en contact avec vous. Et une personne du groupe va communiquer avec vous et va vous mettre en relation pour vous venir en aide, pour vous montrer où est le succès de la vie affective. J'aimerais vous dire que toute personne qui expérimente intégralement, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une vérité que le Christ a lui-même annoncée. Alors, toute personne qui expérimente et pratique intégralement les enseignements du Christ dans le Nouveau Testament ne sera jamais confus. C'est-à-dire qu'il y a le maximum de probabilité de gagner et de réussir dans sa vie affective. Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans quoi? » En abondance. Dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, l'abondance? Est-ce que l'abondance, c'est la cruauté mentale et le divorce et la souffrance? Non, c'est la libération, la restauration. Mais pour ça, il faut construire. Si vous restez à imaginer, à rêver de dire, « Ah, j'aimerais me marier », il vous arrivera jamais grand-chose. Si par contre vous dites, ben moi j'aspire à une œuvre excellente, même que pour vous, si votre mission c'est d'être marié, d'être un homme, d'être un père ou un conjoint ou une conjointe, à ce moment-là, c'est une œuvre excellente, mais vous devez travailler en conséquence. Là-dessus, malheureusement, la dernière question, il va falloir la prendre à la fin de l'émission.